Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission sur les grands événements d'e-sport qui s'intéresse cette semaine bien sûr au football belge. Ah, qu'est-ce qu'il nous avait manqué, ça fait longtemps. Unibet Clubhouse s'intéresse au Champions Playoff et également au Europe Playoff tout de suite. Et pour ce faire, d'abord, on est avec Quentin. Comment ça va, mon Quentin? Ça va très bien, et toi, Sacha? Et puis, on a quand même un invité exceptionnel. C'est l'un des patrons du football belge, un homme qui adore dire toute une série de choses sur le football et qui, en plus de ça, a quand même on dirait une certaine assise quand même sur le football belge. On peut le dire. Mehdi Bayat, comment ça va? Très bien, merci. T'es prêt à débattre là? Je te disais en off, je suis content de te voir en chroniqueur parce que je pense que vraiment ça peut être hyper sympa de t'avoir comme chroniqueur. Est-ce que t'es chaud de débattre comme ça avec Quentin sur les playoffs en général, tout ce qui va se passer? Et puis bien sûr, on parlera un peu de Charleroi. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ah ouais, c'est super. Un mot d'abord pour décrire la phase classique du championnat de Belgique cette saison, Quentin. Suspense. Suspense. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Mehdi? Déception pour moi. Ouais, une déception, forcément, on en parlera. On va discuter, bien sûr, comme je le disais, de toute une série de points concernant le championnat de Belgique, mais on démarre avec ce qu'on appelle le que oui, que non. Alors, le que oui, que non, c'est très simple. Où tu dis oui, ou tu dis non, et après, derrière, on est parti sur le débat concernant ces sujets-là. On démarre, bien sûr, avec les playoffs 1, avec 8 points de retard sur l'Union Saint-Gilloise et Genk. Le club de Bruges peut-il refaire son retard et créer l'exploit en playoff 1? Non. Non. Non plus. Ok, super. Le Standard de Liège a-t-il atteint son plafond en se qualifiant pour les playoffs 2? Oui. Oui? Oui. Et alors la troisième, je sais pas comment je vais la tourner, Mehdi ne m'en veut pas. Le Royal Sporting Club de Charleroi a-t-il raté ou alors réussi sa saison? On va dire raté cette fois-ci. Est-ce qu'il a raté sa saison, le Royal Sporting Club de Charleroi? Oui. Oui? Non. Magnifique, magnifique. On démarre tout de suite, bien sûr, avec, vous l'avez compris, le club de Bruges. Est-ce que vous pensez à une remontada de Bruges, Mehdi? Je pense qu'ils vont de toute manière faire mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et probablement peut-être que cette victoire 7-0 contre Eupen a redonné de la confiance à toute l'équipe et ils en avaient bien besoin. Donc je pense que là maintenant, finalement, libérés de cette tâche qui était quasiment une obligation pour eux d'être dans les playoffs 1, maintenant qu'elle est là, je pense que ça va un petit peu libérer tout le groupe. Et on verra effectivement un club de Bruges qui aura plus de réussite parce qu'il n'aura pas manqué grand-chose. Hein. Ils ont vraiment manqué de chance à certains moments. Mais par contre, le retard par rapport à l'Union et Anvers, à mon avis, ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Quentin, quand on voit tous les changements qu'il y a eu dans le club de Bruges, on peut se dire quand même que incroyable. Leur place en play-off 1, c'est quand même un miracle. C'est un miracle, surtout que ça dépend pas vraiment d'eux. Le sort, c'était la Gantoise, et c'est la Gantoise qui a complètement raté son match à domicile contre Ostende, qui n'avait plus rien joué. Donc, j'avoue que j'ai été surpris du résultat de la Gantoise Ostende. Après, je pense qu'ils vont plus avoir ce rôle d'arbitre pour déterminer qui sera le champion. Tout va se jouer au premier match. Si le premier match, ils arrivent à gagner, ok, là, ils vont peut-être avoir cette adrénaline qui va peut-être leur pousser. On se souvient d'une fois du Standard qui avait commencé ses playoffs à 6 derniers et qui avait presque été champion. Maintenant, s'ils perdent le premier match, ça peut être la dégringolade et tout peut s'effondrer pour eux. Mais je pense que le premier match va vraiment... Ce sera dimanche face au KRC Genk. Justement, dans les qualités que tu as vues dans le match face à Eupen, qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé? Parce que ce que Edouard Steele disait après le match, tiens, Edouard Steele, mon cher Mehdi, c'est qu'on avait vu une équipe de Ligue des Champions sur le terrain. Est-ce que tu trouves vraiment qu'on a vu une équipe de Ligue des Champions? Ou moi, je pense qu'il a dit ça pour se dédouaner, parce que son équipe de Eupen, elle est cataclysmique. Mais en dehors de ça, j'ai vu une équipe de Bruges qui retrouvait effectivement le sourire, mais qui était individuellement meilleure que son adversaire. On n'a pas revu le Bruges du match face à l'Atlético en début de saison. De toute façon, c'est super simple. Eupen, pour moi, ils avaient qu'une chose en tête. C'était pas à leur match. La tête, elle était au match de Zult. Eux, ils savaient qu'ils allaient perdre à Bruges. Bruges devait absolument gagner pour être en Champions Playoff. Ils allaient là-bas. C'est pas Eupen, mais tout le mérite que j'ai pour ce club, qui allait faire quelque chose à Bruges, qui devait absolument gagner. Eux, c'était juste une chose. Pendant tout le match, je pense, ils pensaient qu'au résultat de Zult. Après, ouais, Lang, qui revient vraiment bien. Noah Lang, je le trouve incroyable quand il vient du milieu de terrain, qui fait ses accélérations à un moment où la passe tranchante qu'il fait à Jude Gla, elle est magnifique. Van Aken, avec le nouveau coach, je trouve qu'il depuis 2 matchs reprend vraiment de la vie, un secteur un peu plus offensif, avec un peu plus d'action décisive également pour Van Aken. Donc, oui, ces 2 joueurs-là m'impressionnent mieux que ce qu'ils ont fait les derniers matchs. Mehdi, on fait comment pour jouer contre le club de Bruges? Maintenant que la saison est terminée, tu peux nous le dire. Comment on fait pour essayer de les battre ou de les mettre en difficulté?
Je pense que déjà, il faut être aidé par le club de Bruges pour pouvoir les battre. Non, mais c'est vrai, parce que je pense que sur le papier, cette équipe a tellement de qualité que c'est réellement un mastodonte en Belgique. Et donc, en fait, il faut compter sur eux pour pouvoir les battre. Et c'est un petit peu ce qu'a essayé de faire Charleroi cette année, à 2 reprises d'ailleurs. Mais malheureusement, oui, il faut presser haut en prenant le risque que si on presse haut pour les empêcher de jouer, on peut aussi donner de l'espace. Et vu la qualité des joueurs qu'il y a, on parlait notamment de Noah Lang et d'autres qui ont ces qualités pour pouvoir repartir en compte, ça peut être très compliqué. Mais globalement, je pense que aujourd'hui, on verra. C'est un club, vous savez ce que j'ai dit, on m'a posé la question de me dire, est-ce que le club de Bruges, finalement, n'est pas en train de faire sa pire saison sur les 10 dernières années? Mais évidemment que oui. Mais quand même, soyons réalistes, ça fait 10 ans qu'ils roulent sur le football belge. Ouais, c'est un mastodonte. Et donc, est-ce qu'ils ont le droit aussi de passer une année à travers et de passer une année à travers en étant quand même qualifiés dans les playoffs 1, miraculeux ou pas, ils sont là. Et donc voilà, maintenant on verra comment est-ce qu'ils vont appréhender ces différents matchs qui arrivent et on verra s'ils arrivent à avoir une qualification européenne, là, peu importe celle qui sera, et ne pas oublier quand même qu'ils passent à travers la seule année où la Belgique n'a pas un qualifié direct en Champions League. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. S'il fallait choisir, c'était l'année à prendre. c'était l'année à prendre. Ouais, c'est vrai. Comme t'as parfois l'impression que c'est fait exprès. Maintenant, imaginons un club de Bruges avec un effectif comme ça en Conference League l'année prochaine. Pour le championnat belge, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à tenter. Quand on voit les clubs en Conference League avec un effectif comme ça, un club de Bruges peut aller dans le dernier carré. C'est un club extrêmement exigeant. Moi, ça me fait penser au Bayern Munich. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la structure. On casse tout de suite l'élément qui pose un problème ou qui peut être défectueux et on avance. Quand on voit le club de Bruges en début de saison, ils ont été extrêmement déçus des transferts qu'ils ont faits. Ça, c'est pas un secret. Tu mets 19 millions bonus compris sur un Yaremchuk qui n'est pas titulaire, c'est très très compliqué. Ça aussi, ça peut expliquer, je dirais, une part quand même je dirais, de la non-réussite de cette équipe. Non, Mehdi? Oui, je pense que c'est un peu un tout. Hein. Il faut bien être conscient qu'ils ont très très bien commencé la saison, notamment avec les compétitions européennes où ils ont, faut pas l'oublier quand même, ils ont fait des matchs exceptionnels à un niveau où toute l'Europe est en train de la regarder et les mettre en avant. Peut-être que le choix du changement d'entraîneur a été pris après trop rapidement par rapport aux mauvais résultats qu'il y avait en interne par rapport au championnat belge. Et il faut savoir aussi que la gestion d'un groupe aussi étoffé est très difficile. Et c'est peut-être là où un petit peu il y a eu un problème. Maintenant, je suis persuadé qu'ils vont redresser la barre et que l'année prochaine, on verra un club de Bruges revigoré complètement. Et quand on voit effectivement la structure qui a été mise en place là-bas, il y a peu d'équipes en Belgique qui ont tout ce qu'a le club de Bruges aujourd'hui. Oui, c'est le Bayern de Munich belge avec tout ce qui va avec. En l'état, le club de Bruges a 8 points de retard sur l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise qui, quand même, je dirais, est forte de son titre perdu. Est-ce que tu penses que ça, c'est une arme supplémentaire ? L'expérience d'un titre perdu comme ça, à quelques journées de la fin, cette difficulté aussi, ils ont craqué. Mais est-ce que ça peut pas justement aider l'Union à être champion cette année en se disant maintenant on a cette expérience qu'on n'avait pas la saison dernière? En tout cas, il le mériterait. Je pense sincèrement qu'au vu de ce qui a été fait sur la saison passée, la manière dont ils ont loupé le coche, et cette année, sincèrement, je pense qu'ils le mériteraient largement. Maintenant, bon, faut pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que Genk reste Genk. Ah ouais. Ils ont perdu Onuachu, mais là maintenant, Tolu revient et c'est un très très bon joueur. Donc je pense qu'il va réellement leur faire du bien. Il va en tout cas compenser le manque du départ d'Onuachu. Et puis derrière, il y a quand même encore... Ça, il faut pas oublier Anvers. Hein. Et puis Anvers qui est là. Hein. Anvers, ils sont là, tranquilles. 16 clean sheets. C'est incroyable. 16 clean sheets, c'est impressionnant. Évidemment, bien sûr. Franchement, moi je vois cette équipe avec un regard extérieur et je me dis waouh, la façon dont Mark Van Bommel a pris en main cette équipe qui franchement avait vraiment une difficulté à trouver son identité. Dans le football, ces dernières années, l'Antwerp, c'était beaucoup d'argent dépensé, mais il n'y avait pas vraiment un socle, je dirais, bien construit, tu vois, bien collectif, où on sentait où est-ce qu'on allait. Aujourd'hui, on voit, par exemple, avec des joueurs qui étaient clairement en fin de parcours, grand espace à carrière, mais Faris Haroun n'avait plus le niveau. Aujourd'hui, voilà, on sait qu'en fin de saison, il arrête. Il y avait des joueurs comme Youssouf qui étaient bons, mais qui n'étaient pas non plus exceptionnels. Il a eu des trouvailles. Il y a eu du Arthur Vermeeren. Il a été chercher Mandela Keita à OHL, qui est quand même un joueur assez intéressant. Moi, je trouve qu'il a un vrai potentiel. Enfin,
pas ce que tu en penses. T'aimes bien Mandela Keita, toi? Ouais, bien sûr. Non, ils ont un noyau qui aujourd'hui. Mais on a vu aussi vraiment clairement le changement de la vision sportive du club. Avec Lucien Donofrio, je pense qu'Anvers c'était géré d'une manière où Lucien disait voilà, garantie de résultat, je joue les 4 premières places, mais il n'y avait pas réellement cette vision sur le fait de dire on doit commencer à devenir un club aussi qui est capable de mettre en avant des jeunes joueurs, des joueurs talentueux, d'envisager des ventes derrière. Et aujourd'hui, le modèle est complètement en train de changer à Anvers et on sent qu'il y a une nouvelle dynamique et on sent surtout que Paul Gayssens, malgré l'investissement colossal qui a été fait, il a remis plus de 50 millions d'euros à la poche la saison dernière. Donc, il veut aujourd'hui, je pense aussi, essayer de faire en sorte que son club commence à tourner un petit peu comme les autres grands clubs et qu'il soit capable de vendre des joueurs pour des montants très importants. Et ça fera partie, à mon avis, aussi de la nouvelle vision stratégique du club. Avant d'aller sur Genk, je voulais te poser la question, Quentin, qui tu vois vraiment comme favori dans ces playoffs? Pour moi, il n'y en a pas. Non, moi, il n'y en a pas. Non, parce que ça va vraiment être serré entre Genk, qui était vraiment moins bon ici dans les derniers matchs, mais qui revient sur les 2 derniers matchs avec, je veux dire, une première mi-temps intéressante contre Charleroi, deuxième mi-temps où Charleroi a vraiment, pour moi, mangé Genk. Ouais. Après, un match à domicile contre Anderlecht, où là, ils ont été vraiment incroyables. Ils ont retrouvé cette joie vive dans le secteur offensif. Après, il y a l'Union, équipe très costaud, très solide. À chaque fois, on les attend pas, ils sont toujours là. On les attendait pas en Europe, ils sont toujours là. On les attendait pas cette année. Après le démarrage de Mazou, ils sont toujours là. Maintenant, à voir un peu avec les rumeurs notamment ta sortie avec Gerhardt, peut-être à Bruges et tout. Est-ce que ça peut jouer dans le groupe? On ne sait pas. Le château de Bever est enchanteur. On ne sait pas, donc... Et puis, il y a l'Antwerp, qui pour moi est une équipe très solide et qui est costaud dans toutes les lignes. Donc, ça va être une très belle bataille à suivre. Et en tant que spectateur neutre, je vais adorer ça. Alors, moi, ce qui m'a vraiment impressionné avec Genk, c'est leur capacité à poser la balle à terre et avoir une vraie domination dans leurs échanges, la combinaison, dans l'intensité aussi qu'ils mettent dans leur combinaison jeu court. On sent qu'ils arrivent à installer une équipe. Par contre, et c'est là où je trouve que Charleroi a été super intéressant, le Standard l'avait été il y a quelques semaines avant, c'est dans l'agressivité dans le cœur du jeu. Exactement. À un moment donné, quand tu arrives avant eux sur le ballon et que tu arrives à prendre justement ce qu'on appelle ce premier ballon, que tu arrives à être là à l'interception, l'agressivité fait en sorte qu'à un moment donné, ils sont complètement démobs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai eu la chance d'être au match Charleroi-Genk et j'étais au premier rang, donc vraiment au bord de la pelouse. Et je pouvais voir à chaque fois que Trésor avait la balle, il y avait un Kellen Kuba, mais il t'avait même pas une demi-seconde, il était déjà dans ses pieds et ça allait, ça faisait pas la faute, mais tu sentais qu'il était au contact, leur dire je suis là, tu vas pas passer. Et tout le temps, Isaac Mbenza, c'était pareil tout le match. Donc on voyait qu'ils avaient cette intensité qui justement a fait défaut et justement a permis Trésor, oui, il était intéressant, mais sur quoi? Sur phase arrêtée. Sans les phases arrêtées, Trésor, tu l'as pas vu. Kellen Kuba l'a mis dans sa poche. Donc, pour moi, ouais, c'est l'intensité qu'il faut sur Genk. Ils sont capables de s'écrouler, tu penses, après une saison aussi régulière, Genk? Non. Je pense qu'ils se sont écroulés, en fait, d'une certaine manière. Ils ont eu leur pain noir à un moment donné. Et je pense que là, maintenant, ils sont justement dans la phase au bon moment pour eux. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord. Ça va être très compliqué de pouvoir vraiment voir une équipe s'échapper. Les premiers matchs aussi, on sait dans les systèmes des playoffs et surtout dans les playoffs à 4, c'est encore plus compliqué. Les premiers matchs vont donner la dynamique qui fera en sorte qu'on connaîtra, à mon avis, assez rapidement l'éventuel favori. Quelle est l'équipe qui t'a le plus impressionné cette saison? Celle contre laquelle Charleroi a eu le plus de difficultés, que tu t'es dit, ouh, là quand même c'est compliqué pour nous. On sent qu'ils sont quand même un ton au-dessus. Sincèrement, depuis l'arrivée de Felice Mazou, j'ai pas été vraiment impressionné par une équipe. On a été capable, même à Anvers, à 10 contre 11, d'aller tenir la cadence. L'Union, je dirais sincèrement, en tout cas contre nous, ça a été vraiment une des équipes qui reste fidèle à son modèle de fonctionnement. C'est propre. Ils sont là, on les attend jamais, ils sont toujours là. Il n'y a pas toute l'équipe, je dirais, a cette même cadence et ils sont toujours là, vraiment très très bien structurés. Ils se connaissent excessivement bien. Et les nouveaux qui arrivent aussi à chaque fois s'intègrent très bien dans un modèle qui fonctionne très bien depuis l'année passée. Et donc oui, je pense que sincèrement, s'il y a une équipe à mettre en avant pour ce facteur-là, ce serait l'Union. Ouais, l'Union, c'est vrai que au vu de la saison européenne absolument exceptionnelle qu'ils ont fait, c'est quand même pour moi l'équipe la plus puissante cette saison en Jupiler Pro League. On va aborder le thème du Standard de Liège, une équipe que vous avez vachement mis à mal, même si vous avez perdu 3-1 lors du dernier match qui opposait forcément Charleroi au Standard. Waouh, vous avez mis en difficulté le Standard de Liège. Hein. C'était très très difficile. Le Standard a été létal, efficace, mais quelque part ne méritait pas de gagner 3-1. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, et je dirais que ce match reflète un petit peu aussi une tendance qu'on a vue énormément cette année,
il ne faut pas avoir la possession pour gagner. Cette année, on a vu ça à de nombreuses reprises, dans de nombreux matchs. Westerlo était devenu un spécialiste d'ailleurs. Je pense que c'est ce qui leur a permis d'être dans les playoffs cette année. Ouais. Et donc, on se posait la question de se dire comment le Standard qui sortait d'un super match contre Genk, il ne faut pas l'oublier, allait aborder ce match contre Charleroi dans un stade où on sait la rivalité entre les supporters à quel point est-ce qu'elle est importante. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas eu le ballon. Et c'est pas que Charleroi a été constamment en possession ou qu'on a poussé pour aller chercher le ballon, ils nous l'ont laissé. Bien sûr. Et on s'est fait piéger, tout simplement. On est tombé dans le jeu. Je pense que tactiquement, Ronny Della avait très bien préparé ce match. Dans le contenu, Charleroi était largement meilleur. On a eu la possession, on a eu beaucoup plus de tirs, on a eu beaucoup plus de possibilités. Mais finalement, le résultat, c'est 3-1. Et si on avait ne serait-ce que même fait peut-être un match nul sur ce match, la donne aurait peut-être été différente et peut-être que Charleroi serait aujourd'hui dans les playoffs, mais on l'est pas. Et effectivement, et c'est quand même assez étonnant parce qu'il y a des moments où Charleroi est très bon dans des phases de reconversion rapide. Ouais. Et justement, le Standard est en grande difficulté face à des équipes de reconversion rapide. Clairement. Faut prendre l'exemple du dernier match de la phase classique avec OHL. Ouais. Quand tu l'as vu, ce match face à OHL, ils se sont fait laver sur les côtés. Torstensen, il a pris 2 jambes à Fossé. De l'autre côté, c'était aussi très très compliqué avec Tamari, qui quand il fait de la magie, à un moment donné, voilà, quand il se trouve face à justement des adversaires qui ont le même type de propriété tactique ou tactico-technique, on appelle ça comme on veut, ils sont tout de suite dans la sauce. Le Standard est en difficulté parce qu'il n'arrive pas à mettre justement le pied sur le ballon. Par contre, face à des équipes qui savent faire le jeu, voilà, c'est malheureusement Charleroi aurait peut-être dû opter pour une autre tactique ou une autre façon de voir le truc, quoi. C'est assez dommageable. Vous m'avez répondu oui sur le fait que le Standard avait atteint son plafond, Mehdi. Oui. Tu penses que le Standard a atteint son plafond en étant 6e? Explique-moi un peu ça. Non, je pense qu'ils sont dans c'est une certaine forme d'année de transition. Il faut pas l'oublier. Le club vient d'être repris. Ils doivent quand même maintenant, ils devaient apprendre en fait à se connaître les uns les autres. Et j'ai beaucoup de respect pour Pierre Locke qui fait un travail exceptionnel là-bas au Standard. Il faut pas l'oublier. C'est lui qui a repris les rênes maintenant avec des actionnaires américains qui doivent aussi comprendre un petit peu le modèle de fonctionnement du football belge, qui ont aussi un modèle économique à respecter. Je pense qu'ils l'ont dit à de nombreuses reprises. Et donc voilà, toute cette sauce devait prendre. Et donc c'est pour ça que je pense que cette année, pour une année de transition, c'est franchement pas mal. Ils peuvent déjà être très contents d'être là où ils sont. Et puis maintenant, en fonction des montants, des budgets qui seront alloués, de la, je dirais, la phase économique du dossier, de l'approche que vont avoir les actionnaires américains, on verra comment va se positionner le Standard de Liège. Quentin, vous pouvez faire mieux qu'une 6e place ou pas? Non, je suis tout à fait d'accord avec Mehdi, parce qu'il ne faut pas oublier que le Standard sort quand même d'une des pires saisons de son histoire la saison dernière. Donc, puis quand on regarde l'effectif, le noyau, ok, il y a de la qualité, mais pour moi, le noyau, il a clairement pas sa place. Quand on regarde juste comme ça, au niveau de l'effectif, il n'a pas sa place dans le top 4. Quand on compare le noyau du Standard à Bruges, Genk, Union ou Anvers, c'est clairement pas comparable. Donc, clairement, pour moi, les playoffs 2, ils sont à leur place et ils vont tout donner pour essayer d'avoir une place européenne, qui serait déjà, pour moi, un petit miracle quand on voit d'où ils viennent. Ouais, le premier match, ce sera face au Cercle de Bruges, face à mon équipe de Bundesliga préférée. Non, parce que c'est football total, un Gegenpressing, l'entraîneur il y aura des goals. Est exceptionnel. Moi, je trouve que l'entraîneur du Cercle de Bruges fait un travail absolument fantastique. Il a pris le Cercle quand ils étaient derniers, tout simplement, et il les a amenés en playoff 2. Ouais, c'est un travail fantastique avec notamment Hugo Siquet, un joueur comme Kevin Denke, tu vois, un numéro 9 comme ça, un peu dans la puissance. Weda, à mon avis, va très très vite aller en Ligue 1. Moi, ça, petite pas une info, mais je le sens. Je te le dis comme je le pense. Dans quel aspect du jeu, Quentin, le Standard a-t-il été le plus friable cette saison? Il a fallu le temps pour trouver un numéro 9. Pour moi, Perica est un échec. C'est un choix de Ronny Deila. Il le connaît. Il dit qu'il a un énorme potentiel et tout. Malheureusement, le problème du Standard, c'est que quand tu joues 4-5 matchs en tant que numéro 9 et que tu marques pas, la confiance vient pas, les supporters te prennent la grippe, il y a plein d'éléments comme ça. Noah Oyo et ce petit épisode aussi où ça n'a pas été, où on se souvient, il s'était pas vraiment bien échauffé, il s'était blessé avant de monter au jeu, ça avait fait un petit débat, du coup il y a plus d'attaquants vraiment, à part Perica. Donc il y a eu ce manque de numéro 9. Oyo là est dans vraiment une très bonne forme. Je trouve il a trouvé cette complémentarité, notamment avec Zinkernagel, notamment. Après, dans le secteur défensif, je trouve qu'il y a eu aussi, pour moi, des petits péchés, on va dire. Tu as eu Lorson, qui était pour moi un réel échec. Tu as Dussen, qui a un capitanat incroyable, un leadership, mais pour moi est dépassé, footballistiquement parlant, au niveau surtout de la vitesse.
Parce que oui, ok, niveau leadership, il est incroyable. Il est là pour avoir ce noyau et tout. Mais on voit que quand il y a un attaquant qui met une accélération sur lui, il devient vite dépassé. Il y a deux choses qui jouent en faveur de Noé Lucène. Un, le fait qu'il est belge. Et les lois en Belgique font en sorte qu'on a besoin de Belges. T'as un Noubi, Noubi est belge. Et le système en Belgique fait en sorte qu'il faut quand même à un moment donné en mettre sur la feuille de match, sinon t'es en délicatesse. Et puis aussi son statut qui pourrait justement forcer, je dirais la direction du Standard de Liège à peut-être lui offrir une année supplémentaire. Lui, on sait qu'il attend des offres. Il y avait le Lokomotiv Moscou qui était présent en janvier, etc. Mais voilà, je sais que Fergal Harkin en a un peu discuté avec lui. Lui attend peut-être un signe aussi. Il serait pas contre de refaire une petite saison. Justement, concernant, et là c'est vraiment aux dirigeants que je parle, Mehdi, le système économique, le modèle football de 7-7-7, est-ce qu'il est vraiment, je dirais, efficace si on veut atteindre, avec un recrutement quand même low cost, il faut le signaler, le top 4? Franchement. Alors, je ne suis pas suffisamment bien placé que pour pouvoir juger le modèle économique de 777 parce que je ne sais vraiment pas et j'en ai pas parlé avec eux, donc je ne sais absolument pas quelle est leur vision stratégique. C'est ce que j'ai lu et entendu qu'ils font attention. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît logique. Vous savez, quand on voit aujourd'hui nombreux investisseurs qui sont arrivés en Belgique et qui ont perdu beaucoup d'argent, on part du principe qu'un investisseur porte son nom. C'est-à-dire qu'il investit pour essayer d'en retirer quelque chose de bien, en général. Bien sûr. Là, on a quand même eu de nombreux échecs en Belgique. Donc, je suppose qu'ils vont essayer de trouver un modèle économique. Et en tout cas, ça correspondrait plus à la mentalité américaine de dire on a mis de l'argent, on a envie quand même de faire en sorte que la structure tourne. Donc, ça veut dire qu'ils vont peut-être pas forcément faire des transferts low cost, mais qu'ils vont essayer de faire des transferts intelligents. Ils vont tout simplement peut-être essayer de faire ce que Charleroi fait maintenant depuis. Celle-là, je l'attendais. Je sais pas pourquoi, mais je la sentais venir. On est peut-être un des meilleurs élèves de Belgique. Et comment est-ce qu'on travaille? On essaye de faire tourner notre département au recrutement de manière intelligente, d'aller trouver des joueurs. Au moment où ils arrivent à Charleroi, tout le monde nous dit c'est qui, on connaît pas. Nos supporters sont pas toujours contents. Et en général, un an et demi après, ils les pleurent souvent au moment de leur départ. Donc ça veut dire que c'est un modèle qui, à mon avis, doit presque devenir une obligation en Belgique. Pourquoi? Si on veut se comparer avec les grands championnats, l'Angleterre, ils sont presque spoliés, c'est facile, je dirais. Il y a tellement de droits télé que les mecs ils deviennent fainéants. C'est en fait à qui dépense le plus parce qu'il faut dépenser le budget de toute manière. Ouais, c'est ça. Et puis quand on compare avec les autres quand même grandes compétitions européennes, il y a des droits télé qui sont quand même assez conséquents. Chez nous, si on veut avoir un budget de fonctionnement de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros pour être, je dirais, un petit peu dans les grandes équipes en Belgique, sans parler évidemment de Bruges qui est dans un modèle complètement différent, mais je pense qu'on n'a pas le choix. C'est les ventes. Il faut d'abord vendre. Le G5 aujourd'hui touche un peu plus de droits télé que les autres équipes, mais globalement, entre ce qu'on touche en recettes spectateurs, avec les recettes de marketing, de visibilité et je dirais les droits télé, on n'arrive jamais à compléter. Donc on n'a pas le choix, on doit vendre. Et pour vendre, il faut non seulement bien recruter, et puis deux, surtout, recruter pas cher et bon. Et puis il faut performer aussi, et performer derrière aussi évidemment. Voilà. Et puis il faut aussi avoir un réseau et un carnet d'adresses qui te permet d'avoir de bonnes relations avec des clubs étrangers, comme tu peux en avoir, comme d'autres peuvent en avoir, etc. Effectivement, c'était peut-être un peu plus c'est un avis personnel, le problème de l'ancienne direction du Standard. Je pense que c'était un peu compliqué de vendre des joueurs derrière quand ils devaient y aller un petit peu tout seuls et qu'ils n'avaient pas vraiment de l'aide. Voilà. Maintenant, ce qui est certain, c'est que le Standard doit continuer comme ça, et je pense que l'idée, comme tu le dis, c'est de retrouver l'équilibre, en fait. Rééquilibrer une équipe qui avait plus de 50 millions de dettes à un moment donné. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, il y a le Sporting Charleroi qui fait des bénéfices, je crois que le Kersekien qui fait des bénéfices, et le club de Bruges. Les autres, je les ai pas, donc je sais pas me prononcer dessus. C'est les 3 seules équipes qui, cette année, ont eu la licence pour la saison prochaine sans aucune clause suspensive. Toutes les autres équipes de Belgique vont devoir justifier de manière mensuelle leur situation. Toutes, sans exception. Ils vont tous venir. Donc, en gros, il y a comme une espèce d'inspecteur des impôts qui va venir dans les bureaux tous les mois pour dire, tiens, vous avez fait combien ce mois-ci, etc. C'est comme ça que ça va se passer. Ouais, tout à fait. Je me réjouis de voir j'aimerais bien être une petite souris dans les bureaux pour voir comment ça va se passer. En tout cas, merci pour ton explication, Mehdi, concernant le modèle 777. On va maintenant s'attarder à ton club, bien sûr. Merci d'avoir dit quelques mots sur les autres clubs de la Jupiler Pro League. Le Royal Sporting Club de Charleroi a-t-il raté sa saison? Tu m'as dit oui. Oui.
Par rapport aux objectifs ou par rapport à l'ensemble? Non, je pense que par rapport aux objectifs, pourquoi? Parce que le Sporting de Charleroi avait pour objectif d'être au minimum dans les playoffs 2. Donc à partir du moment où l'objectif n'est pas atteint, alors après, on peut prendre les circonstances atténuantes, dire qu'effectivement c'est la première fois en 10 ans que je me suis séparé d'un entraîneur en milieu de saison, que ça a eu évidemment un impact, et que depuis l'arrivée de Felice Mazou, et si on prend en compte les 17 matchs que Felice a coaché, je crois qu'on est 3e ou 4e au classement. Ouais. Donc voilà, il y a une réalité qui est là et qui fait d'autant plus mal parce que je suis persuadé que si on avait réussi à passer dans les playoffs 2, on aurait fait de super Europe Playoffs, vraiment. On aurait même pu peut-être aller les gagner parce qu'il y a très peu d'écart entre toutes les équipes avec la division des points. Et donc voilà, ça me frustre beaucoup. C'est pour ça que je dis que je suis déçu et que d'une certaine manière, la saison est ratée. Mais en même temps, je pense que les bases maintenant sont là pour préparer au mieux la saison prochaine. Et puis surtout, on sait qu'avec le retour de Felice, qui maintenant est là, avec une vision à long terme. Il a goûté, il a papillonné, il a été à Genk, il a été à Anderlecht. C'était peut-être pas les meilleurs moments pour aller ni dans l'un ni dans l'autre. Attention, après, il va te dire qu'il veut aller en Serie A. Non, mais pour le moment, il est bien où il est. Et je sens, parce que quand on l'a récupéré, sincèrement, on était tous les deux dans une situation extrêmement difficile. Le Sporting de Charleroi, moi-même à titre personnel, on n'était pas bien. Lui était pas bien du tout. Et donc, on s'est aidé mutuellement à redresser la barre et faire en sorte maintenant, je pense que non seulement Felice va rester un certain temps à Charleroi, mais surtout qu'il va nous aider à avoir de très bons résultats tant qu'il sera là. Quant à, du coup, sur la saison du Sporting Charleroi, moi je dis non. Tu trouves qu'elle est pas ratée? Non, parce que faut pas l'oublier. Là, vous avez un objet de débat, c'est sympa. Faut pas l'oublier, c'est que quand Mazou est arrivé, le Charleroi il luttait quand même pour la relégation. Donc oui, ils ont réussi à sauver. Oui, ok, il y a la déception des playoffs 2 sur la dernière journée. Maintenant, je pense pas que sportivement elle est ratée parce que faut pas l'oublier, c'est que sans le fait de match qu'il y a eu à Malines, Charleroi serait dans ces playoffs 2. Donc sans cet élément-là, ça c'est pas dépendant du club. Non, mais ça je l'inclus moi d'une certaine manière aussi, justement dans le fait de dire que la saison est ratée. Ça joue tout, quoi. Parce que cette situation avec les supporters, évidemment. Tout le monde en parle encore aujourd'hui. Et après le match de Genk, je crois que c'était un petit peu un des sujets de conversation dans les tribunes, de dire non mais avec ces 3 points-là, peut-être que la situation serait complètement différente. Oui, évidemment. Mais c'est pour ça que je dis globalement, pour moi, la saison est ratée pour tous les différents événements qui ont eu lieu aussi. Oui, maintenant, faut pas oublier non plus que pour moi, Charleroi, il manquait pendant longtemps un vrai neuf avant l'arrivée de Bayo. Donc, je pense que oui, s'il y avait eu Mazou au début de saison, s'il y avait eu un vrai neuf, Mike Dessy, on refait le monde. Donc pour moi, il n'y avait pas ce Mazou au début de saison, il n'y avait pas ce vrai numéro 9 au début de saison, ce vrai tueur devant le goal. Pour moi, il y avait aussi un problème dans le côté gauche défensif. Voilà. Je pense qu'au début de première, ça au début, il y avait Kayembe qui jouait à tout le côté gauche. Il y avait un vrai problème en termes d'espace laissé dans le dos. Et je pense que Charleroi a beaucoup eu des difficultés à mettre en place ce problème d'animation à gauche où ils ont pas réussi à trouver. Voilà. Moi, je te donne mon avis. Après, voilà, t'en fais ce que tu veux. Mais il y avait vraiment, pour moi, ce problème-là aussi, quoi. Et pour moi, ils étaient pas, on va dire, c'était pas le Charleroi de maintenant, c'était pas le même Charleroi qu'au début de saison. Si on avait eu un très grand Charleroi comme il y a maintenant au début de saison, là oui, clairement, on aurait pu dire une saison ratée. Que là, pour moi, on peut dire non, oui, c'est dommage, il n'y a pas eu les playoffs 2. Mais maintenant, par contre, la saison prochaine, Charleroi sera attendu énormément parce qu'on voit le Charleroi de fin de saison, c'est clairement un Charleroi qui va devoir se battre pour le top 6. Et que manque-t-il à Charleroi pour devenir maître de ses ambitions, du coup, la saison prochaine? Mais je crois que on va revenir sur nos acquis tout simplement. La stabilité, évidemment très importante. Il faut pas oublier que la première année où Edouard Steele est arrivé, ça a été un peu une année de transition. Et bizarrement, on a terminé 6e de la compétition avec un football qui était peut-être un peu moins clinquant, mais on a assuré, on a fait ce qu'il fallait. Il y a eu aussi beaucoup de mouvements parce que malgré ce que l'on croit, Charleroi est une des équipes les plus stables du championnat de Belgique en termes de mouvement de joueurs. Et donc, on avait quand même un vestiaire qui était devenu un peu vieillissant. Donc là, on a rajeuni tout ça. Donc maintenant, on va retravailler sur cette base qui est acquise et qui est là aujourd'hui avec Felice Mazou. Et je pense qu'on va naturellement faire de bonnes choses. Maintenant, il y a une réalité aussi économique qui est celle de Charleroi. C'est que moi, j'ai toujours dit que ma plus grande fierté, c'est de faire en sorte que le club dépende du travail de son personnel, de notre travail, c'est-à-dire que nous devons aller faire en sorte de recruter des bons joueurs, les recruter pas cher, pouvoir les vendre très cher, réinvestir l'argent comme on l'a fait dans le club et d'être très fier aujourd'hui parce que il y a toujours un équilibre à trouver. Il y a un volet sportif, un volet financier, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité
du football professionnel dans le monde dans lequel on vit. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? Ce que j'appellerais, moi, un sugar daddy du foot. Et c'est la réalité. Ça veut dire, c'est quoi? Quelqu'un qui est là et qui, finalement, jette de l'argent par la fenêtre. Et imaginons qu'il se passe un truc avec le sugar daddy à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? Faut trouver une belle blonde de 20 ans, du coup. Non, mais c'est ce que, par exemple, on a déjà vécu trop souvent en Wallonie, notamment. Je pense à Moucron, 2 fois. Ça fait quand même, ça fait quand même beaucoup en peu d'années. Mons, qui essaye de renaître de ses cendres. La Louvière, qui est en train de renaître de ses cendres. Et je veux dire, c'est des réalités auxquelles il faut faire face. Et donc, pour moi, le plus important, c'est évidemment de faire en sorte d'abord, que le club existe, qu'il puisse continuer à être pérenne, qu'il puisse continuer à vivre financièrement. Et puis derrière, être capable de combiner avec cette réalité une vision sportive qui nous permettra d'être dans le top 6 et qui sait peut-être un jour aller décrocher une Coupe de Belgique ou se rapprocher vraiment des premières places de la compétition. Tu disais que l'objectif était raté, tu as expliqué pourquoi, etc. Quelle est ta part de responsabilité? Elle est grande, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Pourquoi? Parce que on peut, quand on fait vraiment le bilan de la saison, on pourrait dire que peut-être j'aurais dû me séparer d'Edouard Steele plus tôt. Mais peut-être que Felice Mazou n'aurait pas été disponible à ce moment-là. Et peut-être qu'on aurait été chercher quelqu'un d'autre. Et peut-être que ça ne serait pas passé comme ça se passe maintenant aujourd'hui. C'est le mektoub. Non mais, exactement. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites. Peut-être que je n'aurais pas dû vendre Bayo. Mais si j'avais pas vendu Bayo, au mois de juin, on aurait été dans le rouge financièrement. Et peut-être que ça nous aurait mis sous pression maintenant pour peut-être, on aurait été obligé et contraint de vendre peut-être Zorgan ou d'autres au mois de janvier, et on n'aurait pas pu terminer la saison comme elle se termine maintenant. C'est pour ça que je dis, en tant que dirigeant, ma part de responsabilité, elle est énorme. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est moi qui prends les décisions. Et donc, que ce soit bien ou mal, de toute manière, c'est ma responsabilité qui est engagée. Par contre, la réalité, c'est qu'en fonction du contexte et de la situation dans laquelle on est, j'essaye toujours de raisonner du mieux possible pour prendre les décisions en bon père de famille. Et des fois, ça se passe bien et des fois, ça se passera moins bien. Mehdi, on va jouer. On va jouer à question pour un expert. Regardez le grand sourire de Quentin, il le sait. Il va être cuisiné. Ah là, cette fois-ci, en plus de ça, c'est un quiz qui est dédié forcément à la fonction qui est la tienne. Propriétaire de club de football. Quiz spécial propriétaire de football. Alors là, on est allé chercher vraiment des vrais propriétaires de clubs. Dans ceux qui aiment le football business, logiquement, vont se régaler. Le principe, il est simple, forcément, 3 réponses correctes. Si tu as gagné le quiz, il y a Ken qui t'attend avec un chocolat. Et comme bientôt c'est Pâques, tu vas voir que tu vas avoir un beau chocolat. C'est à toi de choisir chocolat au lait ou chocolat blanc. Ça dépend pour ceux qui aiment, ou alors le chocolat noir, bien sûr, pour ceux qui font attention à leur ligne. Bien sûr, Ken. Le chocolat, bien sûr, on l'oublie pas. On démarre tout de suite et je pense que vous allez être bon. Allez, vous êtes prêts? Oui. C'est bon? Let's go. Milliardaire britannique, je suis ingénieur chimiste de formation. À 70 ans, 70 ans, j'ai bâti une fortune colossale. Il faut répondre dès qu'on sait la réponse? Ah oui, c'est comme question pour un... Oui, Jim Ratcliffe, effectivement. Ouais. Effectivement, il faut répondre. Il n'y a pas compétition, je pense. Et oui, il a battu une fortune colossale grâce à Ineos, qu'il a fondé en 1998, dont le chiffre d'affaires dépasse les 80 milliards de dollars. Né à Fairworth, non loin de Manchester, j'ai démarré mes investissements dans le sport en Suisse, au Lausanne Sport, avant d'investir dans le monde du cyclisme en avril 2019. 4 mois plus tard, je rachète le GC Nice pour 100 millions d'euros. Je suis aujourd'hui au cœur d'une bataille féroce avec le Qatar pour posséder les Red Devils. Je suis Jim Ratcliffe. C'est un modèle, toi aussi, quand tu vois les personnes qui gèrent comme ça les grands clubs de football? Est-ce que tu peux comment tu le considères, par exemple, Jim Ratcliffe, quand tu vois un peu son business? Alors, il y a 2 choses. D'un côté, l'homme d'affaires. Et là, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, il est milliardaire et il a gagné son argent. Donc, bravo, réussite professionnelle, il n'y a rien à dire. Dans sa gestion des modèles, en tout cas du modèle footballistique qu'il essaye de mettre en place, il n'a pas toujours réussi. Lausanne Sport, par exemple, aujourd'hui, il faut pas l'oublier, quand même un club qui est descendu à la 2e division suisse, alors que ils étaient censés avoir un des plus gros budgets et qui prêtent d'ailleurs même des joueurs en 1re division suisse, alors qu'eux-mêmes sont en 2e. Donc, il faut se poser un peu des questions. Nice, le modèle, finalement, ne réussit pas si bien que ça au vu des moyens qu'ils ont à leur disposition. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est milliardaire et qu'on a beaucoup d'argent, et on a d'autres exemples en Belgique d'ailleurs, que ça fonctionne forcément. Je pense que l'élément le plus important, c'est de bien s'entourer. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il est tout doucement en train de se repositionner. Je crois d'ailleurs qu'il a été débauché, Monsieur Blanc au Paris Saint-Germain, qui est une sommité dans le monde du football professionnel
français. On parle beaucoup plus de Nasser, mais je sais que Claude Blanc a eu un rôle très Il a important tout structuré. dans la structuration du Paris Saint-Germain. Donc peut-être le fait d'aller chercher justement ce genre de profil va l'aider à pouvoir améliorer son modèle de fonctionnement. Bon, 1-0. Hein. Ouais, En plus, tu as eu l'explication avec. incroyable. Il faut se battre. Hein, Incroyable. Mehdi, il est fort. Ah, Hein, pour un l'OGC Nice, c'est tout, j'aurais trouvé. Hein, mais après, savoir un milliardaire américain. Franchement, celle-là, c'est la deuxième là que j'ai en face de moi. Je la compte pression. sur toi pour non, l'avoir. la pression, là. Attention, considéré par certains comme le meilleur buteur de l'histoire. Mon talent inné, gâché par des blessures à répétition. Ronaldo. Oui, c'est quoi son vrai prénom? Nazario. De Nazario. Nazario Dalima. Voilà, Allez Dalima, Valladolid. Ronaldo, Voilà. bien sûr, le propriétaire. 1-1. 82,7%, voilà, de part de la société de la Real Valladolid. Exactement. Le club par lequel est passé Selim Amala. J'ai adoré Selim Amala en tant que fan du Standard, bien sûr, Quentin. Selim Amala qui joue à la carte. Ouais, Selim Amala qui joue à la carte, en effet. Ça, c'est dingue, hein, voir des anciens professionnels comme ça devenir dirigeants. T'as déjà eu parfois le cas de joueurs de foot qui avaient beaucoup réussi, qui t'ont dit, Mehdi, tu me passerais pas un petit coup un petit aide, des petits conseils là, parce que j'ai peut-être envie de racheter un club et tout. Bon, il y a pas mal d'exemples d'anciens joueurs qui essayent de se recycler. En tout cas, il y a différentes méthodes. Donc, on en a vu certains qui ont d'abord dit on va prendre une direction sportive pour se faire un peu les dents. Ouais. On en voit d'autres qui essaient de faire carrière au niveau comme entraîneur, par exemple, et avec une certaine réussite d'ailleurs. Hein. Je pense notamment à Vincent Compagnie qui vient d'être champion avec Burnley. C'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Mais non, effectivement, moi, j'ai jamais eu vraiment de contact à ce niveau-là. Mais on voit que de plus en plus, de toute manière, de l'intérêt va se créer autour surtout de ces joueurs milliardaires. Parce qu'il faut pas l'oublier, il faut avoir des moyens quand même pour pouvoir le faire. On a toute une série de joueurs aujourd'hui, d'anciens. Beckham, par exemple, avec ce qu'il est en train de faire à Miami avec son club là-bas, et d'autres. Alors, il faut être conscient que d'un côté, certains vont essayer de jouer sur la notoriété, et d'autres uniquement sur le portefeuille qu'ils ont. Bien sûr. Et encore une fois, je pense qu'ils devront faire très attention et surtout très bien s'entourer, parce qu'un métier n'est pas l'autre, et c'est pas parce qu'on a été le meilleur buteur de l'histoire du monde, ou hypothétiquement l'avoir été, que ça fera de lui peut-être un bon dirigeant, et qu'il réussira à faire en sorte que son club ait autant de succès que lui aurait pu en avoir. Les conseils de Papa Mehdi, qui avait de très longs cheveux, qui les a rendus un petit peu plus courts aujourd'hui et qui vous apprennent de plus en plus sur le football. Il en reste une dernière de réponse. C'est 1-1. Hein. Qui aura le chocolat? Le suspense est absolument total. Dans le clubhouse, on est parti. Let's go. Milliardaire américain de 58 ans. J'ai produit un film de Square qui a remporté la Palme d'Or à Cannes en 2017, diplômé de l'université de Georgetown et titulaire d'une maîtrise de l'université de Rice à Houston, j'hérite de l'entreprise familiale Gulf States Toyota Distributors. Après le décès de mon père, on y est presque. Non, c'est pas les Glazers. Après le décès de mon père en 1995, aujourd'hui propriétaire de l'AS Roma. Murdoch aujourd'hui propriétaire de l'AS Roma. Ah ouais, non, que j'ai racheté pour 600 millions. J'ai pour projet d'offrir au club de la Louve un nouveau stade intitulé Stadio della Roma 2.0. Je suis. De la Roma, j'ai pas il a offert un pont d'or à Mourinho. Ouais, tout à fait. On l'a vu cet été. Il s'exprime dans la presse, etc. Vous donnez votre langue au chat? Eh bien, c'est Dan Friedkin. Exactement. Ouais. Dan Friedkin, qui est un milliardaire plutôt opulent du côté de Houston au Texas. Et effectivement, qui a racheté la S Roma. Ce serait quand même incroyable un jour avoir José Mourinho Sporting Charleroi. Hein. On parle de la S Roma. Quel grand entraîneur quand même, José Mourinho. Tout ce qu'il a gagné, il a un palmarès absolument PSG. Fantastique. Il faudrait bien ça dans le vestiaire. Paris Saint-Germain, ça c'est sûr que c'est un autre budget que le Sporting Charleroi. Faudrait peut-être vendre le club pour offrir le salaire à Mourinho. Exactement. Dis, voilà, on va s'intéresser un peu plus à toi avant de terminer cette émission. On voit un petit peu tous les projets, et d'ailleurs, on a vu des images du nouveau stade que tu es en train de travailler au corps pour qu'il voit le jour, avoir une espèce de Sport Palace d'Anvers à Charleroi. C'est ton ambition, c'est ce que tu dis. Est-ce que tu penses pouvoir remplir le nouveau stade avec des spectateurs de football? Oui. Très clairement. Pourquoi? Déjà, un nouveau stade va attirer beaucoup plus de public, de facto, ne serait-ce que le phénomène de curiosité au départ où les gens vont vouloir venir. 2, il faut qu'il y ait un vrai projet sportif évidemment derrière. Ça veut dire qu'il faudra habituer les gens à venir assister à des matchs où l'équipe gagne, parce que c'est ce qu'on a envie de voir. Et lorsque je vois par exemple l'état d'esprit qu'on a eu lors de nos 2 dernières rencontres à domicile, notamment contre Jules Touareg avec ce but exceptionnel de Damien Marc dans les dernières minutes, ça donne tellement d'émotions, ça donne
qu'une seule envie de revenir. Et d'ailleurs, contre Genk, malgré le 2-2, l'ambiance était magique dans le stade et on a vu des gens qui étaient heureux d'être là. Alors, il va falloir évidemment combiner cet aspect-là, mais surtout, c'est l'expérience fan qu'on va faire vivre dans un nouveau stade qui va être moderne. Les places seront beaucoup plus agréables. Les gens vont vouloir venir avant, rester après. On va faire en sorte que ce soit pas simplement un match de foot, mais qui est tout autour, qui fasse en sorte que Gand l'a très bien prouvé. Gand était exactement dans la même situation que le Sporting de Charleroi aujourd'hui avant son nouveau stade. Et aujourd'hui, son nouveau stade, même s'il n'est pas tout le temps rempli complètement, et on est exactement sur la même jauge, plus ou moins 20 000 spectateurs, il est relativement suffisamment bien garni que pour pouvoir faire en sorte que ce soit une très belle opération. Et c'est ce que nous visons aussi. Ok. Maintenant, c'est dur, parce qu'on sait que souvent, quand un club crée un nouveau stade, le projet sportif est toujours plus compliqué. On a notamment vu avec Arsenal, qui est passé de Highbury à l'Emirates Stadium. C'est ça. Et après les résultats, pendant plusieurs années, Arsenal n'a plus connu ces 4e places qu'ils avaient tout le temps à Highbury pour avoir la Ligue des Champions, parce qu'un stade, ça coûte. Et donc, continuer à avoir un stade plus un projet sportif. Oui, mais moi je me pose légitimement la question. C'est pas facile, quoi. Des fois, tu as des matchs Charleroi The Tower Game, le public, excuse-moi, mais le stade il est parsemé, il n'est pas plein, tu vois. Alors, si tu as 20 000, 25 000 personnes dans un stade dans la même configuration, il faut que ta masse sociale, tu puisses, je dirais, l'attirer avec d'autres produits d'appel, on va dire ça comme ça. Non, mais je suis persuadé que si Charleroi, en fait, c'est pas compliqué. Oui, effectivement, quand on joue contre Zulborghem, d'ailleurs, le fameux match contre Zulborghem, il y a pas longtemps, on était quasiment plein parce qu'il y avait réellement un enjeu. Ouais. Mais effectivement, quand on joue en milieu de saison contre Zulborghem ou Westerlo, avec tout le respect que j'ai pour eux, effectivement, ça attire moins de monde. Mais c'est à nous, en fait, de créer le package qui va autour et de faire en sorte de donner une excuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même 3 zones dans notre salle actuelle qui sont sold out. Okay. La T4, le COP, est sold out à l'année. Nos VIP et nos business sont sold out à l'année. Et on a une demande. Il y a même une liste d'attente. Donc, ça veut dire que le nouveau stade va nous permettre, déjà d'augmenter la capacité VIP business et d'augmenter la taille de notre COP de quasiment x2. Donc, ça va nous permettre déjà là de garnir là où on sait qu'on a une demande. Et au niveau de la tribune familiale, sincèrement, aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Ouais. C'est pas agréable d'aller dans la T3 à Charleroi aujourd'hui. Elle est souvent vide. Elle est souvent vide parce que c'est pas agréable, c'est pas sympa. Donc, si on fait en sorte qu'on ait la visibilité et en même temps que le spectacle soit agréable à regarder, moi, sincèrement, je ne vois aucune raison. Et pour répondre aussi à l'aspect financier de ce que vous avez dit, encore une fois, on est dans un projet réaliste à Charleroi. Okay. On fait pas un stade à 300 millions d'euros. On fait un stade sur un budget qui va être maintenant, malgré l'augmentation, la guerre en Ukraine et tout ce qu'on veut, on sera entre 65 et 72, 73 millions, qui pour un stade de 20 000 places est tout à fait correct. Et n'oublions pas quand même, parce que c'est important, c'est une enceinte multifonctionnelle. Je sors du cadre du foot, mais l'objectif est aussi de rentabiliser cette enceinte par cette voie-là, ce qui mettra moins de pression sur le football, évidemment aussi. L'objectif, c'est peut-être aussi de laisser ta marque et avant de vendre le club. On verra. De toute manière, je le dis, on est déjà aussi en cours de recherche de potentiels investisseurs, partenaires, c'est plutôt comme ça que je voudrais les appeler, parce que lorsqu'on voit la situation, la globalisation, la mondialisation de ces différents fonds qui sont là, les multi-clubs qui se mettent en place, la concurrence va être de plus en plus rude. Et je le dis très souvent, on vit déjà une certaine forme de concurrence déloyale à Charleroi. Pourquoi ? On se bat, on est obligé de vendre des joueurs, on est obligé de faire en sorte que nos budgets soient à l'équilibre, parce que c'est notre responsabilité de le faire. Et puis lorsque je vois certains clubs en Belgique qui finalement fonctionnent en se disant même si on a une perte de 5, 10, 15, 20 millions, c'est pas grave, on appuie sur un bouton et puis il y a un sugar daddy qui nous envoie l'argent. Bon, c'est pas forcément très agréable à vivre au quotidien pour nous lorsqu'on doit prendre les décisions impopulaires qu'on doit prendre. Mais à la fin, quand même, je me dis que je suis assez fier de ce qu'on a réussi. Tu as eu des discussions avec, c'est sorti dans la presse, c'est un secret pour personne, tu as eu des discussions avec des investisseurs. Je pense qu'on parlait également d'un investisseur de Bournemouth ou l'ancien, le patron de Bournemouth, qui est justement, je dirais, enclin à continuer ses investissements en Belgique ou alors dans les pays limitrophes à la Belgique. Donc, il avance beaucoup là-dessus. Je pense qu'il y a eu des discussions. Ça n'a pas matché parce que justement, c'est peut-être aussi ce problème-là qui se posait, ce que tu étais en train d'exposer, l'histoire du sugar daddy qui veut juste mettre de l'argent et pas réellement s'impliquer. Non, je pense qu'au départ, ils étaient, ce qui les attirait justement, c'était la saine situation de Charleroi. Mais il faut pas oublier qu'à ce moment-là, au niveau sportif, c'était un coup piqué. On avait pas mal de problèmes aussi avec nos supporters à ce moment-là. Ouais. Et dans leur vision, je pense qu'ils ont dû se dire à un moment donné, oui, mais est-ce que finalement, aller se positionner dans un club comme Charleroi, où quand on voit que Mehdi Bayat a fait les résultats qu'il a fait pendant 10 ans, s'il passe à travers une année, ses supporters lui tombent dessus. Bon, peut-être que c'est pas le meilleur endroit où aller. Mais ce qui est pas vrai en réalité, parce que c'est ce que on vit dans tous les clubs en Belgique et surtout depuis la période post-Covid, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup plus de violence, beaucoup plus d'agressivité dans bon nombre de clubs et pas simplement qu'en Belgique. Et c'est peut-être ça un petit peu qui nous a séparés.
bon, c'est pas plus mal. Moi, comme je dis de toute manière, si je fais rentrer un nouvel investisseur au Sporting de Charleroi, ce sera quelqu'un qui devra me prouver, me démontrer qu'il est là réellement pour faire en sorte que le Sporting de Charleroi puisse continuer Et sera meilleur. à avancer dans son chemin. Parce qu'un Bournemouth, on le voit notamment avec Lorient, les meilleurs joueurs de Lorient, notamment Ouattara, est parti à Bournemouth. Donc, est-ce que avoir un investisseur comme ça, est-ce que c'est pas justement se tirer une épine dans le pied parce que du coup, tu perds tes meilleurs joueurs à Charleroi? Je sais pas si tu le dirais ou pas, mais moi je pense que c'est ça qui t'a posé problème. Le fait de dire que à un moment donné, Charleroi ne serait plus un club qui a Du coup, une Zorgan serait déjà identité. parti en janvier Voilà. à Bournemouth parce que Bournemouth aurait besoin de Zorgan. C'est toujours- Kellen Kuba serait parti, donc ça serait moins une vente pour Même- Charleroi et ça serait un départ à Bournemouth. Je pense Même- pas que ça soit la solution. Mais même pour l'ego. Exactement. Tu rachètes un club, tu as travaillé sur un club C'est pendant des exactement ça. années, tu vas On dire, voit le cas tiens, avec Lorient. je te donne autant, prends C'est autant ça. en cash flow, et puis après c'est terminé. Regarde maintenant les Je résultats de m'occupe de Lorient. tout. Ouais. C'est très C'est très beaucoup compliqué. moins bon, hein. Ouais. Je pense pas que ce soit la solution. Peut-être Zult Wargame. Ouais, je pense que Zult Wargame va aussi peut-être être acheté, on verra. Mehdi, t'as été houspillé, égratigné, on va même dire insulté par une certaine frange de supporters. Bien sûr, on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a beaucoup de supporters que t'aimes énormément et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais cette frange-là, est-ce que tu es prête à rétablir le dialogue? Est-ce que tu es un peu comme Jésus de Nazareth en disant, moi, je vous pardonne, tout est pardonné? Non, c'est pas une question de pardonner ou pas, mais ça fait partie du rôle de dirigeant. Malheureusement, on sait très bien, et peut-être que d'une certaine manière, ma responsabilité en tant que patron du Sporting de Charleroi, d'avoir un petit peu ce rôle je sais pas moi, d'une soupape qui doit encaisser, je dirais, toute la frustration des différentes personnes qui ont différentes manières de l'exprimer. Il y a des gens qui sont frustrés, qui rentrent chez eux et puis ils se couchent et puis le lendemain ça va mieux. Et puis il y a malheureusement une certaine frange de mes supporters qui a besoin d'exprimer ça. Qui pensent que tu es le grand méchant loup en fait. Oui, et puis je pense surtout que ils ont dérapé, mais je pense qu'ils sont conscients eux-mêmes qu'ils sont loupés complets. À un moment donné, poussés par l'hérésie aussi qu'on voit à travers les réseaux sociaux où de plus en plus tout le monde est là et ça s'agite, ça part dans tous les sens. On sent beaucoup plus d'agressivité. On sentait qu'à un moment donné, c'était presque « mais vous devez agir ». On leur a mis une pression aussi à travers les réseaux sociaux à nos ultras en disant « mais enfin, qu'est-ce que vous attendez pour agir? Qu'est-ce que vous attendez par agir ?» Et à un moment donné, les mecs ils se sont dit « bon, on doit y aller, on y va ». Mais ils sont loupés complets. Et ils l'ont compris aujourd'hui. Ouais, parce que maintenant, contre Malines, ça fait mal, quoi. Donc, même si c'est un individu apparemment et pas un groupe, cet individu-là, ça plombe, ça tue la saison. Les décisions stratégiques étaient prises. Au moment où ils ont entamé ces actions-là, c'est ça le pire. Ah ouais, c'est ça. C'était Ils savaient qu'ils allaient arrêter le match. Ah ouais, clairement. Mazou était nommé. T'avais fait le boulot qu'ils avaient demandé, quoi, en gros. Tout avait été fait. Ouais. Et donc, ça veut dire que finalement, ils ont pénalisé, surtout, je pense notamment à Franck Defailly, le pauvre, qui avait fait un intérim. Il était en train de faire ça super bien. On est en train de gagner ce match contre Malines. Bon, voilà. Eux regrettent très certainement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je vais pas vivre dans le passé. La seule chose, par contre, sur laquelle j'étais intraitable, parce que j'ai une réunion, effectivement, avec nos ultras, je leur ai dit que je n'accepterai plus jamais de la violence. Plus jamais. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent partir avec des piquets, des panneaux dans la rue, faire grève, faire ce qu'ils veulent. Tout ce qui reste action pacifique sera toléré. Par contre, violence, tolérance zéro. S'il y a encore un supporter à Charleroi qui exprime sa frustration par des actes de violence, casser des barrières, vouloir faire du mal, jeter des fumigènes sur quelqu'un, ça, c'est terminé. Il sera interdit à vie de stade tant que je serai là. Et dans ce type d'énergie, dans ce type d'atmosphère, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question d'arrêter tes activités dans le monde du football? T'as déjà pensé? Non, alors, j'ai déjà répondu à certains de vos collègues journalistes. C'est pas possible. C'est-à-dire que même si à un moment donné je le pense, c'est évidemment que j'ai souffert énormément et c'était même pas contre Malines, le pire, moi, contre Courtrai pendant 45 minutes. Ouais. Ils m'ont insulté pendant 45 minutes. Pas un seul instant, ils m'ont dit « Allez Charleroi ». C'était que pour ma gueule pendant 45 minutes. Forcément, quand on est là et qu'on fait le rétroact pendant ce moment-là, de se dire « Mais enfin, ça fait 22 ans que je suis ici, que j'ai donné 22 ans de ma vie à me battre tous les jours avec toute la passion que l'on me connaît pour le Sporting de Charleroi. Est-ce que je mérite finalement ce que je suis en train de subir pendant insulté pendant 45 minutes sans arrêt, quoi. Ah ouais, vraiment. Et c'est très difficile. Et sur ce moment-là, on se dit « j'ai envie de… » Là, à certains moments, on se dit « Tu sais quoi, j'en ai marre. » Mais c'est techniquement pas possible. C'est un club de foot dont je suis l'actionnaire principal aussi. Je peux pas venir mettre la clé sous le paillasson et dire « Bon, allez, ça y est, ils m'ont fait mal, je m'en vais. » Non, ça n'existe pas. Et donc, c'est pour ça que il faut être capable après d'encaisser le choc, se relever le lendemain et se dire voilà, non, maintenant, je vais continuer à me battre, pas simplement pour contrer les mauvais supporters qu'on chantait contre moi,
mais par respect envers toutes les personnes desquelles je suis responsable, et plus d'équivalent 100 temps plein qu'on a à Charleroi, et tout le reste du stade qui, à un moment donné, s'est retourné même contre les Ultras, et qui les a sifflés, et qui leur a bien fait comprendre que le club du Sporting de Charleroi ne leur appartient pas qu'à eux. Avant de passer au super pari de la semaine, on va poser la dernière question à Mehdi Bayad. Tu as offert une exclusivité à Eleven en disant qu'Antoine Bernier allait signer au Sporting Charleroi. Est-ce qu'au Unibet Clubhouse, tu peux offrir une exclusivité? J'aurais bien voulu. Malheureusement... Marco Yaramitras a été annoncé ou pas, sa prolongation? Non. Mais il n'a pas prolongé non plus. Donc il est sous contrat, Marco. On l'avait déjà prolongé il y a 2 ans. Ça discute pas pour une prolongation? Non. On est justement en train d'essayer de voir avec lui, parce que ça fait quand même presque 7 ans qu'il est à Charleroi. Et je pense qu'il nous a rendu déjà de sérieux bons services. Donc, si Marco a la possibilité de partir, on l'aidera et on facilitera, je dirais, sa sortie, parce qu'il le mérite amplement. Mais malheureusement, non. J'ai annoncé sur Eleven les 2 arrivées, parce que c'était aussi, il y avait Antoine Bernier et Oday Dabag, notre qui avait déjà été annoncé depuis 6 mois. Qui avait déjà été annoncé depuis quelques temps. Ouais, tout à fait. Mais non, là maintenant, pour le moment, on est plus en train de regarder un petit peu comment ça va se passer au niveau des sorties. On sait, on en a parlé un peu tout à l'heure. Ouais. Zorgan est sollicité, Kenan Kuba est sollicité, Hervé Kofi est sollicité. Donc on verra un petit peu comment la situation se passera pour que nous puissions ensuite aller faire en sorte de rééquilibrer ce groupe, et surtout faire en sorte que Felice Mazou ait un groupe costaud pour les playoffs. Pour les playoffs, j'espère. Oui, on le souhaite, bien sûr. C'est tout ce qu'on souhaite au Sporting de Charleroi. Allez, le super pari de la semaine maintenant avec Thomas, et on revient ensuite en plateau. Alors, on va parler du premier débat, donc du potentiel champion de Division 1 donc, pour cette saison. Donc, pour moi, il y a trois candidats, Antwerp, Genk et l'Union Saint-Gilloise. Bruges, je pense qu'on peut mettre sur le teco. J'ai vu beaucoup de matchs cette saison en Pro League, et l'Union Saint-Gilloise, c'est vraiment l'équipe qui m'a impressionné le plus. Et je pense qu'ils vont potentiellement être champions. C'est en tout cas mon super pari de la semaine. Le fait qu'ils ont vraiment des joueurs dans chaque secteur qui sont incroyables, ils ont vraiment une vraie stabilité. Et le fait aussi d'avoir un joker comme Tero qui est en train de monter, un jeune Finlandais, je pense que ça peut potentiellement aussi faire la différence, vu que Newcope actuellement, on ne sait pas trop s'il est blessé et s'il jouera ses playoffs. Donc pour moi, au vu de ce qu'on a vu cette saison, pour moi c'est l'Union Saint-Gilloise champion de Pro League cette saison. Union Saint-Gilloise champion, ça correspond à peu près à ce que vous avez dit en plateau, donc vous êtes d'accord, hein, Mehdi, tu es OK avec ça? On est OK aussi du côté de Quentin. C'est magnifique. On va pouvoir terminer cette émission bien gentiment. Mehdi, un grand merci d'être venu dans nos studios. T'as été un amour. Franchement, merci d'avoir répondu à toutes les questions comme ça, sans fioriture. Je vais réfléchir à un concept avec toi en tant que chroniqueur. Ça peut être intéressant. Quentin, merci beaucoup. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Et dès la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'équipe du Petit Plateau, bien sûr, le podcast que vous adorez, est reparti avec nous pour parler du Giro d'Italia. Alors, est-ce que notre Remco Evenepoel national gagnera le Tour d'Italie? Réponse donc la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et salut toi! N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube d'Unibet pour tous les épisodes d'Unibet Clubhouse, et puis également sur Spotify. On est dispo en podcast. Alors n'hésite pas à nous écouter. On est là. Unibet Clubhouse, ça commence maintenant.